Au dîner de Thanksgiving, mon père n'a pas baissé la voix ni adouci ses propos. Il m'a regardé droit dans les yeux devant toute la famille réunie à table et m'a dit que j'étais un raté, un bon à rien. Puis il a pointé la porte du doigt et m'a ordonné d'aller vivre dans la rue. Sans un mot, sans une once de honte, juste une humiliation publique et brutale. Ma mère n'a pas sourcillé. Crystal a dissimulé un sourire dans sa serviette, et soudain, j'ai eu l'impression d'être à des kilomètres de tous ceux qui avaient un jour prétendu m'aimer. Je n'ai pas résisté. Je n'ai pas pleuré. Je me suis levé, j'ai lissé mon manteau et je suis sorti, silencieux et assuré, portant leur jugement sur mes épaules comme un poids que j'avais enfin cessé de faire comme s'il n'existait pas. Ils n'avaient aucune idée que je gagnais 25 millions par an. Et dès que l'air froid m'a caressé le visage, quelque chose a basculé. 3 semaines plus tard, tout ce qu'ils pensaient contrôler s'est effondré devant eux. Avant de vous raconter la suite, dites-moi d'où vous m'écoutez. Ainsi, je sais que je ne suis pas le seul à avoir vécu une telle trahison. Je m'appelle Zoé Hartman, et si vous voyiez ma famille de l'extérieur, vous jureriez que nous étions la famille parfaite. Carte de vœux avec pulls assortis, sourire travaillé, salle à manger dressée comme dans un magazine. Mais la perfection est un excellent déguisement, et mes parents le portaient mieux que quiconque. En grandissant, j'ai vite compris où était ma place, et surtout où n'en avait pas. Crystal, ma petite sœur, était le fils chéri de tous. L'enfant prodige, l'élu. Mes parents prononçaient son nom comme une fierté, et le mien comme un fardeau. Elle prenait des cours de violon, participait à des stages d'été, avait des cours particuliers. Moi, j'avais droit aux corvées et à un rappel constant de ma gratitude envers Crystal, qui donnait un si bon exemple. Je ne rentrais pas dans le moule Hartman. Pendant que Crystal posait pour des photos, je restais éveillé tard pour apprendre à créer des sites web, automatiser des systèmes et réparer des choses dont personne ne soupçonnait même l'existence. À 16 ans, alors que les autres filles publiaient des photos de leurs robes de bal, je publiais mon premier projet en ligne, et ma famille a qualifié ça de simple lubie. Quand j'ai quitté la fac pour construire quelque chose de concret, ils ont dit que je les embarrassais. Ils ne se sont jamais souciés de ce que je créais. Ils ne se demandaient que ce que les gens allaient penser. À 32 ans, Crystal était devenue tout ce qu'il désirait, une femme élégante, charmante et extravertie, capable de remplir une pièce. J'étais devenue tout ce qu'ils rejetaient, discrète, indépendante, refusant de me conformer à leurs attentes. Et plus je me faisais discrète, plus ils réécrivaient mon histoire. Selon eux, je ne créais pas d'entreprise. Je perdais mon temps sur Internet. Je n'avais pas de succès. Je galérais. Thanksgiving n'avait rien de nouveau. C'était juste la première fois qu'ils exprimaient leurs doutes à voix haute. L'humiliation, les chuchotements, le fait de me placer au bout de la table comme une parente éloignée. Cela durait depuis toujours. Mais ce soir-là, quelque chose s'est brisé en moi. Non pas parce qu'ils m'avaient insulté, j'avais survécu à pire, mais parce qu'ils avaient si facilement préféré croire leur version de moi plutôt que la vérité. De retour à Seattle, mon Penthouse me semblait un autre monde. Les baies vitrées, du sol au plafond, inondaient de lumière tout ce que j'avais bâti de mes mains. Pourtant, leur voix résonnait encore, rouvrant de vieilles blessures que je croyais cicatrisées. Et je me posais sans cesse la même question. Comment des gens qui connaissent si peu de choses sur votre vie peuvent-ils se permettre de la définir ainsi? Je ne le savais pas encore, mais leur cruauté à cette table n'était que le début. Le véritable effondrement a commencé le jour où j'ai cessé de me battre pour trouver ma place dans une famille qui ne m'a jamais acceptée entière. Les jours qui ont suivi Thanksgiving m'ont paru étrangement vides, comme si le monde avait baissé le volume. J'ai enchaîné les réunions, les points stratégiques, les revues de produits, tout ce que je gérais d'habitude avec une concentration absolue, mais mes pensées revenaient sans cesse à cette table à Portland. À la façon dont la voix de mon père résonnait, à l'impassibilité de ma mère. Au regard de Crystal, comme si elle assistait à une scène qu'elle attendait depuis toujours. Mais l'humiliation s'arrête rarement à l'instant où elle est infligée. Elle a toujours des répercussions. Les miennes sont arrivées 3 jours plus tard. J'étais dans ma cuisine, à attendre que la bouilloire bouille, quand mon téléphone vibra. Un message de Lily. Ma cousine, la seule personne de la famille à m'avoir jamais traité autrement que comme une ombre. Zoé, il faut que je te dise quelque chose. Ta mère a parlé. Mon estomac se noie. Parler, un silence. Puis elle a raconté à tout le monde à l'église. En gros, tu es à la rue à Seattle. Elle a dit, tes passe-temps sur Internet ont fini par s'effondrer et tu dors sur des canapés pour le moment. Je reposais mon téléphone,
le cœur battant la chamade. À la rue, squattant des canapés, raté de ma vie. Ils ne m'avaient pas seulement mise à la porte. Ils avaient réécrit l'histoire, avec la même assurance qu'ils affichaient en qualifiant Cristal de génie pour avoir respiré. Je lui ai envoyé un texto. J'ai un pantouse de 3 chambres. Lily a répondu. Je sais. Ils ne veulent pas savoir. Cette phrase m'a blessée plus profondément que le mensonge lui-même. Ils ne voulaient pas savoir. Savoir les aurait forcés à affronter la vérité. Tout ce qu'ils avaient ridiculisé, minimisé, ignoré, s'était transformé en un succès qu'ils ne pouvaient contrôler. 2 jours plus tard, la réplique se transforma en faille. Un courriel atterrit dans ma boîte de réception, provenant d'un cabinet d'avocats de Portland. Objet. Confirmation requise concernant votre statut de garant. Garant de quoi? J'ouvris le message et, un instant, je suffoquai. Il faisait référence à un prêt de rénovation d'environ 400 000 $ contracté 2 ans auparavant, et d'après les documents joints, j'étais désigné comme garant. Je n'avais jamais rien signé pour eux. Je ne l'aurais jamais fait. Mais le dossier contenait une copie scannée de ma signature. Un seul coup d'œil et je glaçais le sang. Ils avaient falsifié ma signature sur un prêt colossal. Seule, une partie de l'argent avait été détournée vers la boutique de Cristal, celle dont elle se vantait comme si c'était sa destinée. L'humiliation de Thanksgiving prit soudain un sens cruel. Ils avaient besoin de moi faible, impuissante, plus facile à manipuler, plus facile à faire passer pour instable si le prêt venait à échouer. Je restais là, dans le silence de ma cuisine, les lumières de la ville scintillant contre la vitre, et laissais la vérité s'installer, glacée, dans mes veines. Ils ne m'avaient pas seulement mise à la porte, ils m'avaient volé. Et le pire, c'est qu'ils croyaient sincèrement en avoir le droit. Ce soir-là, quelque chose en moi a enfin cessé de se briser et s'est aiguisé. La première chose que j'ai ressentie n'était pas de la colère. C'était de la lucidité. Froide, imperturbable, presque effrayante tant elle s'est installée dans ma poitrine d'un calme absolu. Pour la première fois depuis des années, je n'essayais pas de les comprendre. Je n'essayais pas de les excuser. Je n'essayais même pas de les convaincre. J'en avais tout simplement assez. Mais en avoir assez ne signifiait pas partir. En avoir assez signifiait tracer une ligne qu'ils ne pourraient plus jamais franchir. J'ai passé la matinée suivante à éplucher tous les documents mentionnés par le cabinet d'avocats. Paiement, factures, relevés relatifs à la rénovation de la boutique de Cristal. Chaque piste menait à la même vérité. Des sommes colossales avaient été transférées sans aucune transparence et le prêt garanti par ma signature falsifiée était en passe d'être refusé. En cas de défaut de paiement, le prêteur pourrait saisir les biens, forcer une vente ou exiger un recouvrement. Et si mon nom figurait encore sur ces documents, j'aurais été entraîné dans leur sillage. J'ai tout transmis à mon avocat à Seattle. Il m'a appelé quelques minutes plus tard. Zoé, ce n'est pas de la négligence. C'est délibéré. Je sais, ai-je répondu. Es-tu sûr d'être prêt à aller jusqu'au bout? Une fois la porte ouverte, elle ne se refermera pas facilement. C'est le but. Nous avons immédiatement commencé les démarches. Vérification des incohérences d'écriture, suivi des flux financiers, documentation de chaque fausse déclaration financière. Plus nous creusions, plus un schéma devenait évident. Ma famille avait financé ses récentes améliorations de vie grâce à de l'argent emprunté. Ni gagné, ni économisé, emprunté avec mon nom comme filet de sécurité. Cette prise de conscience n'était pas douloureuse. Ce qui l'était moins, c'était de constater à quel point ils avaient dû croire, sans hésiter, que je ne me défendrais jamais. 3 jours après le début de l'examen, l'avocat a rappelé. Si le prêt continue de s'aggraver, le prêteur pourrait envisager de transférer le contrôle si un acheteur solvable se présente pour reprendre la dette. Et je suis solvable, ai-je rétorqué. Vous l'êtes plus que solvable. Si vous souhaitez avoir la possibilité de reprendre le dossier, je peux lancer la procédure. Je contemplais l'horizon de Seattle, les nuages bas au-dessus de l'eau. Faites-le. Cette décision a mis le feu aux poudres. Pendant les 2 semaines suivantes, mon équipe et moi avons agi discrètement. Nous nous sommes positionnés pour acquérir légalement le prêt en cas de défaut de paiement, me donnant ainsi un pouvoir de négociation sur la propriété et les choix financiers qui y étaient liés. Il n'y avait rien de vindicatif là-dedans. C'était protéger ma vie, ma réputation, mon travail. S'ils m'entraînaient dans un bourbier qu'ils avaient créé, je m'assurerais de maîtriser la situation. Et pourtant,
Tout au long du processus, pas un seul membre de ma famille n'a appelé, ni pour s'excuser, ni pour donner des explications, ni même pour mentir. Leur silence était presque poétique, alors que je construisais précisément le résultat qui allait tout changer pour eux. À la 3e semaine, mon avocat l'a confirmé. Le prêt est en défaut de paiement. Vous êtes prioritaire. J'ai fermé lentement mon ordinateur portable, ressentant cette même lucidité glaciale que la nuit où il m'avait mis à la porte. Il y a 3 semaines, il m'avait dit d'aller vivre dans la rue. J'étais sur le point de prendre possession du terrain qu'ils occupaient. 3 semaines plus tard, le numéro de mon avocat s'afficha sur mon écran au moment où je sortais d'une réunion qui s'éternisait. Sa voix apportait cette assurance qui confirme tout ce que l'on sait déjà. C'est officiel, dit-il. Le défaut de paiement est déclenché. Vous contrôlez désormais la dette, et en fait, tout ce qui y est lié. Absolument tout. La maison à Portland, la boutique dont Crystal se vantait comme d'un trophée. Le pouvoir que ma famille n'aurait jamais imaginé que je puisse avoir. Je n'éprouvais pas de triomphe. J'éprouvais une stabilité, comme si je tenais enfin le pied sur la terre ferme. Allons-y, lui dis-je. Il ne me demanda pas si j'étais sûre. Plus maintenant. Nous avons passé 4 jours à préparer la situation, rédiger les mises en demeure, définir les modalités de remboursement, structurer l'offre qui laisserait 2 options à ma famille. Soit vendre et s'en aller sans un sou. Soit signer un contrat de location strict sous mon nom. Pas de cruauté, pas de mise en scène, juste des conséquences, équitables, légales, humaines. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était l'appel de Portland. Pas de mes parents. De Mason. Zoé, dit-il d'une voix basse et pressante. Tu dois savoir que Crystal panique. Tes parents pensent que le créancier les poursuit. Ils ne savent pas que c'est toi. Un silence. Je ne pense pas qu'ils le prendront bien. J'ai failli rire. Le prendre bien? Ils avaient falsifié ma signature, m'avaient humilié, calomnié, et s'attendaient ensuite à ce que l'univers les protège des conséquences de leurs actes. Mais je ne voulais pas de leur panique. Je voulais qu'ils comprennent. Non pas ma réussite, mais les limites qu'ils avaient franchies. Alors j'ai dit à Mason, retrouve-moi à Bellevue House. Dîner vendredi. Amenez-les. Il expira comme s'il avait retenu son souffle. Il pense que le prêteur veut négocier. Bien, dis-je. Qu'ils entrent en étant convaincus. Le vendredi arriva froid et calme, Seattle enveloppé d'une brume qui s'accrochait aux fenêtres du salon privé du restaurant. J'arrivai tôt, mon avocat à mes côtés. La table était dressée à la lueur des bougies, dans une élégance discrète. Rien de tapax en grave-l'œil, rien de vengeur, juste le cadre idéal pour la vérité. Lorsque la porte s'ouvrit, la première personne que je vis fut ma mère. Cheveux impeccables, maquillage parfait, expression tendue par l'effort de faire comme si de rien n'était. Mon père marchait derrière elle, la mâchoire serrée. Crystal laissa échapper un dernier regard, les yeux rougis mais défiants. Ils ne me saluèrent pas. Je ne m'y attendais pas. Zoé, dit ma mère prudemment en s'asseyant. Nous vous remercions d'avoir organisé cette rencontre avec le prêteur. Nous sommes persuadés qu'il s'agit d'un malentendu. Mon avocat échangea un regard avec moi. Madame Hartman, dit-il en posant ses documents sur la table. Il n'y a pas de malentendu, et je ne suis pas l'avocat du prêteur. Mon père fronça les sourcils. Alors pourquoi êtes-vous là? Parce que mon avocat répondit en faisant glisser le premier dossier. Madame Hartman est la partie acquéreuse. Elle contrôle désormais la dette. Silence. Un silence lourd, suffocant. Crystal fut la première à avoir le souffle coupé. Ma mère porta la main à sa bouche. Le visage de mon père se décomposa. Je n'y pris aucun plaisir. Je me contentai d'assister à la chute de la vérité. Mon père reprit ses esprits et pointa les papiers d'un air accusateur. Vous avez racheté notre prêt. Pourquoi avez-vous fait ça? Parce que, dis-je doucement, vous avez apposé mon nom dessus. Ma mère secoua la tête frénétiquement. Nous pensions que vous comprendriez. Crystal avait besoin d'aide. Votre père avait de bonnes intentions. Falsifier ma signature, ce n'est pas faire preuve de bonnes intentions. Me traiter de raté à Thanksgiving, ce n'est pas de l'aide. Dire aux gens que je suis sans abri, ce n'est pas de la sollicitude.
Cristal finit par craquer. Pourquoi ne pouviez-vous pas laisser tomber? Vous avez de l'argent. Vous n'avez pas besoin de ça. Je la regardais comme je regarderais une inconnue. Je me suis fourvoyée dans cette histoire. Tu as raison. Je n'ai pas besoin de ça. Ce dont j'ai besoin, c'est que mon nom ne soit plus associé à ce prêt ruineux que vous avez tous fait comme s'il n'existait pas. Mon avocat fit glisser le document suivant sur la table. Voici les conditions. Vous pouvez vendre la propriété et rembourser intégralement la dette. Ou, si vous choisissez de ne pas vendre, Mademoiselle Hartmann en deviendra propriétaire et vous pourrez rester locataire en vertu d'un contrat de location structuré. On doit louer notre propre maison, murmura mon père. Ce n'est pas ta maison, corrigeai-je. Plus maintenant. Cristal me lança un regard mêlé d'incrédulité et de fureur. Tu es en train de tout gâcher. Non, dis-je, j'ai dit que je mets fin à ce que tu as commencé. Ma mère éclata en sanglots étouffés. Non pas de culpabilité, juste la peur de perdre la vie qu'elle s'était construite pour que les autres l'admirent. Nous sommes ta famille, balbutia-t-elle. Comment peux-tu nous faire ça? Je me penchai en avant, la voix assurée. Tu me l'as appris. La nuit où tu m'as mise à la porte, tu m'as dit d'aller vivre dans la rue. Tu as dit que je ne servais à rien. Tu as dit que je n'avais rien. Mais la vérité, c'est que tu ne m'as jamais vraiment connu. J'ai laissé ces mots résonner avant de poursuivre. Je ne suis pas là pour te punir. Je suis là pour me détacher de choix qui n'ont jamais été les miens. Mon père a expiré bruyamment, la colère se muant en une rage viscérale. Que veux-tu de nous? Rien, ai-je répondu. Ni excuse, ni aveu, juste assumer mes responsabilités. Mon avocat a ajouté, vous avez 7 jours pour vous décider. La réunion s'est terminée sans étreinte, sans cri, dans un silence stupéfait. Ils ont quitté la pièce, plus petits que jamais. Cristal s'est arrêtée sur le seuil, les yeux brillants. Tu aurais pu m'aider, a-t-elle murmuré. Je l'ai fait, ai-je dit. Mais pas comme tu l'aurais souhaité. Quand la porte s'est refermée derrière eux, j'ai expiré un souffle que je retenais depuis des années. Non pas de colère, mais de soulagement. Dehors, la brume s'était muée en une pluie fine qui tambourinait doucement sur le trottoir. Je l'ai traversée sans me presser, sentant enfin le poids des attentes de ma famille s'envoler de mes épaules. 3 semaines plus tôt, ils m'ont dit d'aller vivre dans la rue. Ce soir, ils ont quitté un immeuble qui ne leur appartenait plus. Et pour la première fois de ma vie, la distance qui nous séparait m'a semblé synonyme de liberté. La semaine suivante, le silence de Portland était assourdissant. Pas d'appel, pas d'explication, pas de revirement soudain. Mon avocat me transmettait les nouvelles au fur et à mesure, par de courts messages impersonnels, mentionnant leurs hésitations, leurs consultations, leur prise de conscience grandissante qu'il n'y avait aucune faille suffisamment importante pour s'en sortir. Le 7e jour, juste avant l'échéance, la décision est tombée. Ils ont choisi de vendre. C'était l'option la plus judicieuse, la sortie la plus simple. La vente a effacé la dette, m'a libéré de toute implication et leur a permis de déménager dans un logement plus petit de l'autre côté de la ville. Personne n'a été ruiné. Personne n'était désespéré. Ils devaient simplement vivre avec les limites qu'ils avaient ignorées pendant des années. La boutique de Cristal n'a pas survécu à la transition. Sans le flux régulier d'argent emprunté, elle a fait faillite en un mois. Elle a publié un message vague en ligne sur un nouveau départ, sans jamais mentionner la vérité. Mes parents, ils se sont retirés des cercles sociaux qu'ils dominaient autrefois, leur image soigneusement construite ayant discrètement laissé place à quelque chose de plus humble. Et moi, je ne ressentais pas de victoire. Je me sentais stable, entière. Je suis retournée à mon travail, à ma vie à Seattle, celle que j'avais bâtie sans leur validation. Pour la première fois, mon succès n'était plus un fardeau que je portais en silence. C'était simplement ma réalité, sans qu'ils aient à s'en soucier. Parfois, se protéger ne se fait pas en faisant du bruit. Parfois, c'est choisir la paix avec une telle détermination que plus rien de chaotique ne puisse vous suivre. Je ne leur ai pas parlé depuis ce dîner. Et c'est peut-être le signe le plus clair d'un silence guérisseur qui ne fait plus mal. J'ai construit une vie qui n'est pas façonnée par leurs attentes, leurs jugements ou leurs histoires réécrites. Une vie où ma valeur n'est pas sujette à débat. Si vous vous reconnaissez dans ce récit, vous n'êtes pas seul. Et si vous avez déjà dû vous éloigner pour vous préserver,
J'espère que mon histoire vous rappellera que c'est possible. Partagez vos réflexions. Abonnez-vous et restez pour la suite.